Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter l'interview Culture, Santé et Sécurité de Carole Smets. Après des études de chimiste et une formation en maîtrise et gestion de l'environnement industriel, Carole a eu des expériences professionnelles mixtes qui alternent des postes opérationnels en industrie et du conseil stratégique pour une grande diversité de secteurs d'activité. Dans cette interview, Carole va partager avec vous ses valeurs et ses convictions profondes qui la motivent. Comment elle crée des liens et du lien. Qu'est-ce qu'être intentionnel? Son programme sur les risques majeurs, la communication interne, Be the One, qui a été reconnu et récompensé avec 2 awards. L'implication de sa Chief Operation Officer comme soutien et agent de promotion. La différence entre volonté et preuve de volonté. Comment déclencher l'action des personnes sur le sujet de la santé et de la sécurité en passant de frein à contributeur. Son principe du bon outil au bon moment entre les bonnes mains. Comment devenir un care agent ou un James Bond de la sécurité et impliquer les fonctions commerciales. Les 3 caractéristiques essentielles du leader en santé et sécurité. Comment créer les circonstances pour influencer les états d'esprit. Et enfin, les résultats concrets que son équipe et elle sont capables d'obtenir. Avec beaucoup d'éthique dans son travail et de fortes valeurs humaines, découvrez comment Carole pilote une transformation de culture avec dynamisme, innovation et esprit d'équipe. Je vous laisse découvrir l'interview de Carole Smets. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les interviews Culture, Santé, Sécurité et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Carole Smets. Alors, bonjour Carole. Bonjour, enchantée, ravie d'être avec vous. Oui, enchanté aussi. Carole, est-ce que vous pourriez vous présenter qui vous êtes et un petit peu quel est votre parcours de formation ou académique? Voilà. Très bien. Donc, je m'appelle Carole Smets. Je suis chez Pernod Ricard, donc la directrice santé-sécurité du groupe Pernod Ricard. 22 000 personnes dans le monde et une centaine de sites industriels, plus nos personnes qui sont sur le terrain tous les jours, nos commerciaux et dans nos brand homes. Voilà, donc je suis chez Pernod Ricard depuis 3 ans et 3 mois maintenant. Et avant cela, j'ai une expérience dans le conseil où j'accompagnais les entreprises dans leur feuille de route développement durable au sens large. Mais également et en particulier, la raison pour laquelle j'ai rencontré Pernod Ricard sur la mise en place de stratégies santé-sécurité et en particulier dans j'ai commencé avec l'oil and gas, mais ensuite plus sur le FMCG. Donc voilà, un parcours et avant cela encore en conseil, et avant cela en industriel, donc un parcours mixte industriel et conseil. Et avant cela, en termes de parcours académique, je suis ingénieure chimiste de background, donc j'ai fait des études de chimie et puis un cycle en maîtrise et gestion de l'environnement industriel qui m'a emmené vers l'environnement industriel et par ça on entend plutôt la maîtrise des risques industriels, ce qu'on appelle process safety actuellement dans les entreprises. Super, félicitations pour cette magnifique carrière, en alternant à la fois le conseil et l'industrie. Et qu'est-ce qui vous a orienté sur le sujet de la santé et de la sécurité et qu'est-ce qui fait que vous êtes passé du conseil à chez Pernod Ricard, directrice santé-sécurité? Alors, pourquoi la santé-sécurité? Alors on y reviendra parce que je donnerai mon LinkedIn à la fin, mais j'ai écrit 3 articles là récemment parce que j'ai eu l'opportunité de refléter un peu sur mon chemin et certains sujets qui me tenaient à cœur et justement notamment pourquoi j'ai
j'ai embrassé le chemin de la santé-sécurité. Alors, il y a plusieurs éléments. Euh, un qui est authentique, alors me concernant, c'est une valeur. Dans cet article, je mentionne que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui travaillaient sur des lignes ou en tout cas étaient exposés à des dangers dans leur cadre de leur activité professionnelle. Et je me suis toujours dit, ben voilà, il n'y a pas de euh, bien qu'on adore notre métier, il y a pas de raison de se tuer au travail, enfin de se tuer dans le sens physique du terme. Donc voilà, chevillé comme une conviction que personne ne doit mourir en faisant son travail. Et quelle que soit, je dirais, la localisation géographique, donc dans sa diversité, localisation géographique, dans le genre, l'âge euh, et, euh, et le niveau dans l'organisation. Parce que parfois, euh, voilà, on peut dire que les gens, les C-suites ne sont pas exposés au danger, mais ils le sont et ils doivent être protégés en tant que tels. Ils n'ont pas d'armure parce qu'ils sont C-suite. Et évidemment, les gens sur les lignes et dans pour nous, Pernod Ricard, dans nos zones agricoles qui nous fournissent en matières premières. Donc une véritable conviction. Et puis après, alors je dirais la beauté de la vie, le hasard des rencontres et des choses. Vous avez compris, j'ai fait des études en environnement industriel, donc très tôt le process safety, donc ça explose, etc. Donc la sécurité des personnes est venue assez naturellement du grand boom à la tâche sur un site industriel. Donc voilà, je pense que ce sont les rencontres et une conviction qui m'ont amené sur ce chemin. D'accord. Donc, les valeurs et la conviction, et le hasard des rencontres qui finalement vous a conduit à la santé et la sécurité. Mais finalement, de fait de vos études en process safety, ça découlait presque de manière naturelle. Exactement. Mais néanmoins, le fait aussi que Avec le bagage technique. avec le bagage S'appuyant sur le technique, bagage technique, voilà. voilà. Et puis aussi le fait que des membres de votre famille ont elles-mêmes été exposés à des dangers et peut-être un devoir de se dire bah, je peux faire une contribution d'améliorer le futur Exactement. excellent. Un peu comme voilà, faire sa part, être celui, chez nous, chez Pernod Ricard, on dit be the one, être celui qui, bah voilà, en contribuant petit à petit à faire en sorte que ben, les gens délivrent des super produits. Je parle pour Pernod Ricard, mais en toute sécurité. Et un autre petit aspect, actuellement, ça me revient un peu plus présent actuellement, c'est que j'ai deux adolescentes qui vont devenir adultes et qui vont bientôt rentrer sur le marché de l'emploi. Et j'aimerais qu'elles rencontrent des entreprises qui eh ben, font de leur sécurité un vrai driver de leur performance. Et quand je parle de leur performance, je parle de l'entreprise et de mes filles. Donc de me dire que j'ai à cœur que les parents qui confient les employés à Pernod Ricard bah, soient contents d'avoir une direction santé-sécurité chez Pernod Ricard qui prend vraiment compte de ces aspects-là. Super. Bah écoutez, assez remarquable. Chacun peut faire sa part et à votre niveau, vous contribuez à faire votre part et vous diffusez cet état d'esprit au sein de la société dans laquelle vous travaillez actuellement. Bah, félicitations. Merci. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement faire dans votre métier? Qu'est-ce qui vous plaît là depuis 3 ans et 3 mois que vous êtes chez Pernod Ricard? Qu'est-ce que vous aimez? Alors, je reprends un peu à mon histoire aussi. Donc, vous avez mentionné la part technique, hein. Je suis un technique de formation. Ce qui m'a vraiment
alimenté au fur et à mesure de mes années professionnelles, c'est de se rendre compte que, évidemment, si on fixe la technique, c'est pas, c'est nécessaire mais pas suffisant. Et très rapidement, j'ai été emmenée vers la partie leadership, comportement, les sciences du comportement, la partie culture. Donc, je trouve assez fascinant en fait cette dimension-là de compréhension d'une entreprise à travers les comportements observés, les typologies d'accidents, les investissements sur les équipements ou le non-investissement sur certains équipements. Donc moi, ce qui me fascine, c'est vraiment de relier la partie technique de la partie culture et de travailler à influencer advocacy sur les changements en fait de perception qu'on a de la sécurité ce qui me passionne, c'est de lier ça avec la partie business. Donc, je renforce presque journalièrement que une bonne performance sécurité, c'est une bonne performance pour le business. Et que si on est curieux et assez curieux pour regarder la performance sécurité d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue culture, on pourra comprendre les drivers des uns et des autres et améliorer d'autres composantes qui sont très importantes chez nous, qui sont la qualité du produit, hein, puisque évidemment on vend des produits qui doivent être de qualité à nos clients, mais également la performance industrielle et également la performance de nos représentants dans les grandes homes, par exemple. Si les gens sont bien, ils vont aussi valoriser les produits du mieux qu'ils le peuvent. Donc voilà, ce lien, ce qui me passionne, c'est vraiment de repartir sur les fondations techniques et de regarder comment je fais la lecture de l'organisation à travers la culture et le leadership et comment, en faisant cette lecture, je peux apporter ma valeur ajoutée sur d'autres thématiques. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc, de ce que j'ai compris, ce qui vous anime, c'est de relier la technique à la culture pour influencer les perceptions des personnes sur la sécurité, mais aussi c'est de faire le lien. Donc, il y a ce mot, le lien entre la sécurité et une bonne performance sécurité est une bonne performance pour le business dans sa globalité, la qualité, les représentants, ceux qui sont dans les salons qui vendent les produits, mais aussi une performance industrielle et j'imagine peut-être une performance aussi financière. Super. Eh ben, merci beaucoup. En tous les cas, chapeau pour tout ça. Alors, depuis 3 ans et 3 mois que vous êtes chez Pernod Ricard, j'ai vu un certain nombre de vos publications. J'ai vu aussi un certain nombre de fois que vous aviez été récompensé, vous aviez eu des awards. Alors, j'imagine que cette transformation de culture, même si elle n'est pas terminée, elle s'oriente vers un succès. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, si tel était le cas, un petit peu le contexte dans lequel vous êtes arrivé chez Pernod Ricard, comment vous avez décidé d'une stratégie et où est-ce que vous en êtes dans cette transformation de culture actuellement? Alors, quand je suis arrivée chez Pernod Ricard, il y avait un héritage, hein. Bien sûr, Pernod Ricard travaillait déjà sur de la santé-sécurité. Il n'y avait pas de poste directeur santé-sécurité chez Pernod Ricard. Je suis arrivée en tant que directeur santé-sécurité et j'arrivais d'un conseil qui avait développé une stratégie, une roadmap. Donc, je suis arrivée avec ce cruel dilemme, mais en même temps cette motivation de me dire j'ai écrit une stratégie et une roadmap, va falloir que je la mette en œuvre. Donc moi je suis quelqu'un alors comme vous avez compris, j'ai des convictions au regard de ce sujet-là, mais par contre je suis très mais également, pas par contre, également je suis très roadmap, très intentionnel. J'utilise de plus en plus ce mot intentionnel. Je suis intentionnelle dans ce qu'on fait. Donc on a une roadmap, on fait des actions, on mesure
l'efficacité de nos actions. On revoit nos actions quand elles ne sont pas, ne sont pas efficaces. Hein. C'est aussi partie de l'amélioration continue. Et on avance année après année en rebaptisant, alors même plus qu'année après année, 6 mois après 6 mois avec mon équipe en se disant qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit abandonner, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on pourra faire cette année ou pas cette année pour pouvoir alors déjà c'est célébrer ce qu'on a fait bien et ensuite de réviser au regard des événements qui se sont écoulés. La partie award et recognition que vous avez mentionné, ça fait aussi partie de la stratégie, c'est-à-dire que je pense qu'il faut célébrer, même si le chemin est long, d'aller vers une ambition en sécurité. Le chemin est long et donc il faut pouvoir avoir des temps d'arrêt où on célèbre et faire en sorte que les équipes se retrouvent aussi dans les efforts qu'elles ont réalisés. Alors quand je parle des équipes, c'est les gens dans les filiales, c'est les gens au quotidien, les managers, de se dire en fait on a fait ça, mais si on n'est pas content, si on n'a pas cette reconnaissance, alors moi j'essaye de donner de la reconnaissance, mais d'aller chercher à l'extérieur de la reconnaissance, ça permet d'entériner pour certains et de s'autoriser à célébrer. Et donc c'est intentionnel, c'est-à-dire que je vais chercher de la reconnaissance pour motiver, engager et confirmer qu'on est dans la bonne direction. Super. Donc, tout part de votre intention, hein, vous êtes très intentionnel, à la fois dans la réalisation du déploiement de votre roadmap, mais aussi dans le fait d'avoir de la reconnaissance. Donc, soit vous vous donnez vous-même de la reconnaissance, soit vous vous assurez qu'en interne, cette reconnaissance, elle existe, mais aussi vous allez la chercher de manière intentionnelle à l'extérieur pour confirmer que vous avancez dans la bonne direction et que c'est les bons choix que vous avez pris, c'est ça? C'est ça. Alors Super. quand on dit vous, c'est pas moi particulièrement, hein, c'est les équipes. Hein. Je veux bien, j'ai à cœur que les équipes récoltent en dehors du zéro accident ou qui est évidemment tangible, que les équipes se rendent compte que les efforts, parce que parfois, quand j'étais dans le conseil et que je faisais des audits, à l'issue de l'audit, les gens disaient ah oui, mais on a beaucoup fait d'efforts et puis voilà, on n'est pas bon comme on voudrait. Donc j'ai conscience que les gens font des efforts, des efforts de mettre en place les programmes, etc. Et que ça nécessite qu'ils aient des récompenses de leurs efforts quand c'est légitime. Et donc je le fais avec joie d'aller chercher de la reconnaissance externe pour que les équipes se disent bah oui, on est dans le bon chemin et on a fait les efforts qui sont visibles et récompensés. D'accord. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette transformation de culture que vous êtes en train de déployer chez Pernod Ricard, dont vous êtes l'instigatrice, hein, parce que c'était vous, quand vous étiez en conseil, qu'avez en gros fait le diagnostic, si je comprends, défini la stratégie et puis défini la roadmap. Et après, on vous a sans doute proposé le poste de devenir le déployer. C'était une création de poste. Un petit peu, on pourrait revenir. Quelle était la situation un petit peu initiale? Quels étaient les principaux défis à relever dans cette organisation? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de succès dans cette transformation? Alors, j'ai 3 programmes qui viennent en tête et qui sont là pour répondre à votre point de diagnostic. C'était la compréhension et la visibilité de risques majeurs. Ça, c'était quelque chose c'est une première action que j'ai mise en place quand je suis arrivée chez Pernod Ricard, et on appelle ça notre life cycle, ou life programme, c'est de dire il y a 12 ou 13 activités qui peuvent générer des accidents graves ou mortels. Cela, il faut qu'on sache où on en est
et les mettre sous contrôle. Ça, c'était vraiment le premier programme que j'ai lancé en arrivant chez Pernod Ricard, qui permettait également de faire de la visibilité sur les risques de l'éducation et de rendre visibles les risques graves et potentiellement mortels pour faire de l'éducation. Donc ça, c'est le live programme. Et le live programme roule depuis 3 ans. Avec la première année, c'était compliqué parce que voilà, on disait aux gens, bah voilà, vous n'êtes pas bons, etc. Mais avec beaucoup d'accompagnement et du suivi de plans d'action et du soutien de mon manager et de la prise en compte de pourquoi on le fait et de l'éducation au regard de pourquoi on le fait, ben, c'est un programme qui délivre. Et quand je dis délivre, c'est que, un, les gens le connaissent, le live programme. Deux, cette année, on a clos 63% de nos red flags. Donc, red flag, c'est là, on n'a rien. On n'est pas, enfin, on n'est pas serein que les risques soient maîtrisés. Donc, on démontre que on clôt nos red flags, donc on s'éloigne de certaines situations à risque qui pourraient générer des accidents graves et mortels. Ça, c'est un premier programme qui a été, je dirais, fondateur en fait en termes de compréhension des enjeux et de publicité sur ce à quoi on doit s'attaquer et ce sur quoi on doit travailler. Le deuxième gros programme, c'est la campagne de communication Be The One, pour lequel on a effectivement eu deux awards, Grand Prix de la stratégie et Topcom, qui sont 2 awards pas dans la sécurité mais dans la communication. Et cette campagne Be The One avait pour objectif de créer une connexion entre les individus Pernod Ricard, je dis individus au sens personnes Pernod Ricard industrielles et non industrielles, et en particulier non industrielles, parce qu'ils étaient moins engagés dans la feuille de route que nos sites industriels, de refléter et de trouver un motto autour de qu'est-ce que je peux faire moi. Et donc c'était le lancement de cette campagne autour de Be The One, tout faire quelque chose. Donc pour faire quelque chose. Donc passer de la volonté à l'action. Une campagne de formation éditable, facile à traduire partout dans le monde, avec un visuel, un color coding très défini, pour que tous les gens qui voient Be The One se disent, oh, tiens, c'est un message santé-sécurité. Et en fait, on va me dire que ce que je peux faire de petit à mon échelle, revenant sur la petite action quotidienne, que je peux faire à mon équipe, à mon échelle pour améliorer la santé-sécurité. Et du coup, s'éloigner d'un message ou d'une perception que la santé-sécurité, ce sont des règles, ce sont des policies, ce sont des freins finalement, pour en faire quelque chose de... en fait, si je participe à Be The One et à ce mouvement-là, j'aurai ma contribution à ce changement de culture. Be The One fonctionne très bien. On l'a lancé un peu après le programme Live, mais c'est 2 programmes dont je suis très contente, et j'en profite pour citer les personnes qui m'ont aidée, parce que c'est les personnes de mon équipe auxquelles je tiens, qui contribuent tous les jours. Donc c'est Kevin Funk pour la partie live programme des sites industriels, Zazie Zoza et Cyrielle Kelram sur la partie Be The One. Évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui participent, mais voilà, c'est les acteurs principaux de faire vivre et continuer de perdurer ces programmes qui nous aident à délivrer une performance durable. Et puis le troisième chantier qu'on a mené avec de la formation. Donc on a mené de la formation pour chacun sur l'éducation au risque. Là, on est en train de chercher un award pour cette formation d'ailleurs.
Et ensuite, une fois qu'on a créé cette formation qu'on appelle Care by Learning, on va progressivement aller vers le Stop Think Act. Donc, on a lancé cette campagne du Stop Think Act en expliquant ce que ça voulait dire. Et pour nous, en fiscal year, ce qu'on appelle 26, parce que notre année fiscale finit en juin, donc on est dans la fiscal year 26, c'est que ça devienne un réel état d'esprit, mindset. Mais pour que Stop Think Act devienne un état d'esprit, il faut que les gens puissent reconnaître leurs dangers. Donc il y a un pan d'éducation à la compréhension des dangers, à la maîtrise des risques. Et ensuite, ils iront naturellement vers le Stop Think Act, parce que s'ils voient pas les dangers, on leur dit d'arrêter, stop quand tu vois un danger, et ben on les met un peu en défaut. Donc on a cette troisième vague qui est la partie éducation awareness et le Stop Think Act comme mindset. Super. Eh ben, félicitations pour le déploiement de ces 3 programmes en 3 ans. C'est au niveau d'un scope aussi important que vous avez dit tout à l'heure, 22 000 personnes. C'est pas rien de déployer de tels programmes. Alors, je voudrais revenir sur le premier programme, sur le live programme. À un moment donné, vous avez dit, ben voilà, on a un accompagnement qui est un suivi, mais j'ai aussi eu le soutien de mon manager. Donc, quel est le rôle du leadership dans votre organisation pour vous aider dans le déploiement de vos programmes? Alors, le rôle et le soutien sont instrumentaux, et j'ai un soutien du CEO qui est Marc Prexcom, qui s'appelle Maria Pia De Caro, fort. Enfin, la santé sécurité est une véritable valeur pour elle, et au quotidien, elle fait vivre cette valeur pour elle et pour l'organisation. Elle a autant j'étais intentionnelle, je savais où j'allais et c'était clair et je donnais la visibilité à mon management de ce que je voulais faire et pourquoi je voulais faire. Elle a démultiplié les faits par son positionnement. Donc le rôle du leadership est très important et si je veux remonter d'un cran, Alexandre Ricard également adhère à cette feuille de route. Je présente tous les mois à l'Excom et tous les 6 mois au conseil d'administration. Notre conseil d'administration est très intéressé également de ce que nous faisons en CT sécurité. Donc j'ai un soutien de ma hiérarchie sur le programme et également le HR du groupe qui a une vue sur le programme, ce qu'on fait, comment on le fait, la stratégie. Donc, voilà, alors dans une moindre mesure, mais ils connaissent le détail. Je ne peux pas mentir en disant que tout le monde à l'Excom connaît le détail de la feuille de route, mais en tout cas, ils savent qu'il y a une feuille de route. Je le présente de manière tous les semestres au conseil d'administration. Ils le voient, ils savent que c'est suivi. Et pour certains, ils rentrent dans différents détails, mais en l'occurrence, chaque année, chaque début d'année, chaque janvier, début d'année, ils émettent, les membres de l'Excom, une résolution santé-sécurité. Donc, depuis 2 ans, ils ont chaque début d'année une résolution santé-sécurité. Qui signent tous, signent auxquels ils adhèrent et ensuite on publie, ce qui a un effet évidemment d'amplificateur, puisque après les membres des différents comités de direction ont à cœur de leur faire leur propre résolution, donc forcément ça a un effet, un cascading très positif. D'accord. Bah, écoutez, félicitations. Alors, je voulais revenir sur votre CIO qui a une valeur très forte.
sur la santé et sécurité comme vous. Donc vous êtes déjà bien aligné, on va dire, sur cette valeur que vous partagez. Mais vous m'avez dit, elle fait vivre cette valeur au quotidien. Est-ce que vous auriez des exemples précis de qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour faire vivre cette valeur, cette CEO? Alors, c'est pas la CEO, c'est la COO, donc la Chief Operation Officer, qui s'occupe également du développement durable. Donc ça, donc CEO, c'est Alexandre Ricard, la COO, c'est Maria Pia De Caro, qui donc s'occupe des opérations et de la SNA, enfin la CSR, le Corporate Sustainability, auquel je reporte. Et ce qu'elle fait au quotidien, bah écoutez, je peux reprendre certaines de ses routines ou de ses pratiques. Donc, je reçois de mon côté, à travers un outil informatique, tous les NIRMIS, Medical Treatment, Light Duty, LTA. Elle les reçoit également au quotidien et elle les lit tous. Et elle pose des questions quand elle a besoin de clarification ou elle s'inquiète de la santé des gens ou elle s'inquiète de savoir si on a bien mis en place les mitigation measures. Donc, elle est très visible sur la partie résultat. Donc, sur la partie résultat, elle pousse des moments sécurité dans toutes les réunions auxquelles elle assiste. Et elle fait très facilement les moments sécurité quand je peux pas me joindre à certaines réunions. Donc quand je dis que c'est une valeur et qu'elle le vit au quotidien, elle le vit concrètement au quotidien. Elle n'a pas besoin que je lui fasse un safety moment pour savoir ce qu'elle doit dire ou ce qu'elle peut dire ou ce qu'elle a envie de dire. Là, on a une forte action sur l'entrée dans des dépallitiseurs. On a fait pas mal d'événements et de communications sur le sujet. J'étais absente les dernières semaines. C'est elle qui est partie en croisade pour ce sujet. Je n'ai pas à orchestrer sa feuille de route. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de son type de management. D'accord. Eh ben, vous avez beaucoup de chance. C'est super d'avoir quelqu'un d'aussi dynamique. Oui, parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde dans toutes les organisations. Parce que quelqu'un qui prend le temps de lire tous les NIRMIS, toutes les choses qu'on peut reporter dans un système sur un groupe de 20 000 personnes, ça doit faire beaucoup à la journée, j'imagine. Donc, prendre ce moment pour les lire et puis poser des questions, interagir et driver aussi la performance, c'est important. Être autonome sur la gestion des moments sécurité et même en votre absence de pouvoir les animer sans que vous ayez à lui préparer quelque chose, c'est assez exceptionnel. Et puis aussi être capable de partir en croisade, comme vous avez dit, sur un sujet hyper technique comme les interventions dans les palettiseurs. Donc, voilà, vous pourrez faire un petit kudos dans le pour Maria Pia De Caro. Je pense que c'est un leadership inspirant. Alors ça va avec beaucoup de challenges. Hein. Elle est très demandante aussi sur ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Donc il y a aussi cette énergie positive qu'elle met en nous parce qu'elle veut avancer, donc elle attend de nous qu'on avance. Mais voilà, c'est vraiment très aidant. J'imagine. En tous les cas, super. Je voulais aussi revenir sur un autre programme, Be the One. L'intention de ce programme-là, c'était de passer de la volonté à l'action, si j'ai bien compris. Donc, ça veut dire que vous avez initialement perçu que il y avait une volonté, mais il n'y avait pas d'action. Et comment un slogan, comment une campagne de communication fait le switch entre une volonté et une action concrète? Est-ce que là, vous pourriez rentrer un petit peu plus dans le détail? Alors, la volonté, quand on est en sécurité, quand on travaille dans le domaine de la sécurité, on n'a pas systématiquement un pushback sur la volonté. Les gens, en général, ils ne disent pas oui, j'accepte de tuer quelqu'un. Donc ça, c'est la volonté, c'est
assez présent dans notre métier. Par contre, la preuve de cette volonté, c'est quand même moins fréquent ou pas toujours fréquent ou de manière hétérogène. Donc, je veux pas, enfin, souvent, ça fait rire, mais néanmoins, je recite Simon Sinek, il y a une différence entre l'amour et l'épreuve d'amour. Bah, pour moi, il y a une différence entre la sécurité et l'épreuve qu'on veut mettre en place de la sécurité. Et donc, cette passée de volonté à l'action, je pense qu'on s'y confronte tous, hein, cette question-là. Et nous, on voulait l'illustrer avec Be the One en disant, ben voilà, si vous, pour prendre un exemple précis, on travaille actuellement sur Road Safety, donc notre campagne de communication a identifié les sujets sur lesquels on pouvait avoir d'accidentologie en, comment, en conduisant. Donc la vitesse, par exemple, et nos campagnes de communication vont être be the one to respect the rules. Enfin, c'est toujours assez amusant en fait le lien, mais en tout cas, on a une communication autour de un danger, be the one avec une action. Et ça, c'est de nouveau, c'est très intentionnel et codifié, c'est-à-dire que on identifie un danger. On y met le be the one avec l'action qui va contrebalancer ce danger qu'on a identifié. Et c'est pour à peu près tous les sujets pareils. D'accord. Donc là, vous pouvez reprendre, par exemple, tous les sujets qu'on a vus dans le programme numéro 1, le live programme. Donc, vous avez un sujet où on peut perdre la vie. Vous allez dire, il y a telle règle, je dois m'attacher quand je travaille en hauteur avec un harnais. Donc, be the one à porter ton harnais. Exactement. Alors, Excellent. sur les sites industriels, c'est transcrit comme ça. On a nos règles, les gens qui font des règles d'or, c'est des be the one, voilà, to respect the rules. Et derrière, il y a des règles d'or. Nous, au niveau du groupe, on s'assure que cette codification du be the one soit ça. Un danger, be the one to quelque chose. Donc, le color coding et la façon éditable pour que ce soit éditable, adaptable à aux différents risques que auxquels les gens sont exposés. Voilà, ce qui permet de faire durer en fait le be the one, parce que on peut tous être quelqu'un à un moment qui participe à la maîtrise des risques. Ok, super. Ben écoutez, c'est très clair, hein, et puis ça peut donner des idées à tous ceux qui vont nous écouter. Un danger, be the one, action, et là on passe de la volonté ou de l'amour aux preuves d'amour à la preuve de volonté, hein, d'accord, si j'ai bien compris. Mais c'est le trait d'union, c'est le lien encore. Hein, vous parliez que vous faisiez des liens tout à l'heure entre la technique et puis la culture. Ben là, vous faites des liens entre une volonté et une volonté d'action, une volonté de poser des actions. Super. Quels ont été les challenges ou quels sont les challenges que vous devez relever dans cette transformation de culture? Alors, toujours les mêmes qu'on a souvent en sécurité, c'est cet obstacle de... alors, il y a plusieurs challenges. La compréhension des dangers ou l'estimation du danger tel qu'il est représenté, et donc une bonne compréhension du danger pour générer la bonne protection. Donc là, sur la partie éducation, on a encore du chemin à faire, et en partie, dans certains métiers qui ont été moins exposés. Donc ça, c'est cette partie-là. La partie leadership dans le sens où quand on pose une feuille de route santé-sécurité, on le voit comme quelque chose en plus à faire. Et donc, j'ai pas le temps, ou je suis d'accord, évidemment, je veux pas tuer mes équipes, ou les membres de mon équipe, mais j'ai pas le temps, c'est en plus, etc. Donc, passer ce que moi j'appelle souvent à l'holistic leadership en fait, et dans ce cadre-là, on peut revenir à Maria Pia Descartes, ça fait partie de son quotidien, donc elle n'a pas une charge en plus en fait, ça fait partie de la façon dont elle anime les équipes. Donc là, de cette compréhension que c'est pas, en tout cas pour les leaders, c'est pas une chose en plus, mais c'est une chose qui fait partie d'eux.
Et puis, le deuxième sujet qui est de dire, bah, c'est pas une policy, je suis pas dans la compliance, en fait, il y a des choses de conformité à respecter au regard du contexte réglementaire, au regard des standards qu'on a au sein du groupe. Mais au-delà de ça, on va faire en sorte d'aller gratter plus loin pour se dire, bah, est-ce que la tâche est réalisée convenablement? Du coup, bah, si elle n'est pas réalisée convenablement et qu'on a un risque sécurité, bah, si on l'adresse, on va peut-être aussi adresser de l'excellence opérationnelle. Et donc de faire comprendre que quand on, on travaille sur la sécurité, ben on travaille aussi sur de l'excellence opérationnelle, sur de la productivité, et que euh, j'en reviens à tout ce que j'ai dit précédemment. C'est pas un investissement de temps, mais c'est un gain de temps. Et un gain de temps avec des économies, de la protection réputationnelle, légale et évidemment, j'en reviens au début de notre discussion, pour moi, l'éthique, quoi, de protéger nos gens quand ils font leur travail. Donc ça c'est encore des choses à travailler, à influencer, à aller gagner, des terrains à conquérir. D'accord, d'accord, d'accord. Donc deux obstacles actuellement ou deux challenges que vous avez à relever. Donc la compréhension des dangers, hein, pour être sûr qu'on a le bon niveau de protection. Donc là, il y a encore des décalages malgré votre programme de formation là, d'éducation au risque. Et dans le leadership, il y a encore aussi tout le monde n'a pas cette valeur intégrée en elle, et donc certains pensent que la sécurité c'est des choses à faire en plus et c'est des contraintes et j'ai pas le temps. Pour les emmener sur le rôle modèle que joue votre COO actuel, d'incarner la sécurité. Donc, vous parlez de holistic leadership, donc d'intégrer la sécurité comme une manière de penser, une manière de faire dans toutes ces activités. Donc là, vous m'avez encore fait le lien entre la sécurité et l'excellence opérationnelle. Donc, si on n'est pas bon en sécurité, à un moment donné, c'est qu'on n'est pas bon dans les manières de travailler. Et bien faire en sécurité, c'est aussi bien faire dans les opérations. Donc, c'est des économies, des gains de temps. Intimement convaincu et puis démontrer en fait, démontrer, intimement convaincu et chez nous, enfin avec le directeur engineering, on travaille et manufacturing, on travaille sur cette même philosophie. Super, On, super, on sait. super. Alors, deux challenges, et je voulais revenir sur le troisième programme que vous déployez. Alors, c'était Care by Learning, et vous avez dit donc c'est d'éduquer nos personnels au risque. Comment vous déployez un tel programme dans une organisation aussi importante? Comment vous procédez de manière concrète? Alors, Pour ça a éduquer, commencé avant que je n'arrive, D'accord. et j'étais consultante aussi quand j'ai développé le programme et même animé en tant que formatrice, coach, facilitatrice cette formation. Donc, il y a eu deux approches. Un dans le domaine industriel où c'était plus simple parce qu'on a organisé depuis 2017, hein, avant même que je n'arrive chez Pernod Ricard, il y avait des programmes de formation pour créer des champions qui champion faisait un cascading sur les sites industriels. Donc ce programme-là existe toujours. Et puis on est passé sur aller atteindre l'ensemble des personnes sur leur lieu de travail, qui peuvent être un lieu de travail individuel dans sa maison quand on est celle représentative, hein, donc enfin, voilà, d'être je suis chez moi et ou dans ma voiture. Donc là, on a vraiment utilisé le e-learning. Alors, je sais qu'il y a des détracteurs. Moi, je prends toujours, je me dis toujours qu'il faut le bon outil au bon moment entre les bonnes mains. Aujourd'hui, le bon outil au bon moment, et entre les bonnes mains, c'est le e-learning. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, mais dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on doit faire à date, le e-learning correspond à ce besoin. Alors, on a vraiment fait un e-learning
dans mon équipe, ils ont travaillé sur un très bon e-learning avec de la gamification, et des belles images, des situations qui parlent aux gens auxquels on s'adresse, donc au plus près pour pouvoir aller avoir cette connexion émotionnelle et très pratico-pratique. Donc on avait un gros travail sur le e-learning et pour nous c'est poussé à l'ensemble des personnes non industrielles et c'est l'outil qu'on va utiliser parce que c'est le bon outil au bon moment. Ensuite, il y aura un deuxième étage de la fusée où on va renforcer les messages, etc. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on... Et de nouveau, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'on est conscient de là où on en est dans notre maturité et on veut faire un pas. Et petit pas par petit pas, on emmène l'organisation. D'accord, une volonté de progression. Ok, ben, merci beaucoup. Alors, vous avez utilisé plusieurs mots là, dans les e-learning. Hein. Déjà, moi, ce que j'ai retenu, c'est le bon outil au bon moment et entre de bonnes mains. Donc ça, c'est important, c'est dire que ben oui, à un moment donné, on peut viser des choses d'un plus haut niveau, mais c'est peut-être pas ce qu'on a besoin là à l'instant T. Donc avoir cette capacité de s'adapter et de trouver, même si le e-learning n'est pas peut-être le plus approprié, mais trouver le maximum de bénéfices parce que c'est le bon moment, au bon moment et pour les bonnes personnes. Donc ça, c'est particulièrement important. Par contre, vous avez évoqué rapidement plusieurs choses. La connexion émotionnelle, la gamification, des images percutantes. Comment vous faites pour déployer ces e-learning? Alors vous avez des personnes en interne qui travaillent, peut-être vous vous faites aider, mais comment justement on crée un e-learning qui est capable de connecter émotionnellement, qui est capable de rajouter du jeu? Comment on fait? Parce que c'est une vraie ingénierie. Alors le e-learning est conçu. Alors, il est poussé sur chacun des profils de l'ensemble des personnes de chez Pernod Ricard et traduit dans, je vais dire une bêtise, mais plus de 10 langues. Donc, on connecte avec l'ensemble des personnels dans leur diversité, dans leur diversité de langue en tout cas. Ensuite, donc c'est poussé. Intentionnellement, ils doivent le faire et nous on mesure. Évidemment, on mesure les gens qui l'ont fait, des gens qui sont en cours et des gens qui n'ont pas commencé, avec un KPI qu'on suit et des relances qu'on fait dans les géographies qui n'avancent pas ou ne peuvent pas avancer ou voilà pour comprendre les challenges du déploiement. Donc ça c'est la partie mesure, mise à disposition et mesure. Sur la partie contenu, on a vraiment, l'équipe a travaillé à concevoir un contenu qui soit à base de jeu. Donc l'idée et la trame, c'est de devenir, chez nous, notre programme, c'est Care by Learning, donc c'est autour du Care. Nos différents programmes, c'est Care. Donc là, ils vont devenir Care Agent. Donc avec l'idée de je recherche mes risques, je suis un peu le James Bond de la santé-sécurité. Donc, ils vont devenir Care Agent à l'issue du passage à travers des modules. Donc, à travers ces modules, ils deviennent Care Agent. Donc, ça, déjà, c'est une idée de proximité avec les personnes. Et puis après, ils relèvent des challenges. Donc, ils passent d'image en image pour relever des challenges. On n'est pas dans du top-down, qu'est-ce que c'est un danger, qu'est-ce que c'est un risque, comment on le gère. On ne l'a pas approché du tout de cette manière-là. Et donc, les jeux sont intégrés également au sein de e-learning. Et à l'issue de quoi, ils deviennent des Care Agents. Waouh, des James Bond de la sécurité. C'est ça. C'est excellent. Capable de voir des risques et de s'en protéger. Capable de voir des risques, de s'en protéger et que peut-être protéger d'autres personnes, j'imagine, parce que care, c'est aussi prendre soin de soi, mais peut-être des autres. Exactement. Excellent, super. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Alors il y a beaucoup d'anglicismes, mais bon, je pense que nos auditoires, non mais je pense que c'est très compréhensible. Hein. Et devenir care agent, effectivement, c'est une belle mission à relever. Excellent. En tous les cas, moi, ça m'éblouit
déploiement que vous nous présentez avec toutes ces différentes facettes, c'est assez remarquable en tous les cas. Hein. Félicitations. Alors, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a déjà beaucoup abordé, mais sur le leadership. Alors, vous avez un rôle modèle actuellement, mais si je vous posais la question, sans avoir ce rôle modèle ou en vous inspirant de ce rôle modèle que vous avez en interne, c'est quoi les caractéristiques d'un leader qui va promouvoir, qui va inspirer, qui va engager à l'action des personnes à se protéger et à prendre soin d'elles et des autres? C'est quoi ces caractéristiques de leadership, selon vous, un petit peu idéales? Alors, j'ai écrit un article là-dessus aussi. Safety is, encore en anglais, is a strategic act. Je pense que c'est véritablement le leader en sécurité, pour être un bon leader en sécurité, il doit comprendre ce qu'il fait. Et que la sécurité, c'est complexe. On en a parlé là. De dire, bon, on respecte les règles et on va être en sécurité, j'aimerais que ce soit le cas, mais c'est pas le cas. D'autant plus en étant française, on sait que les cultures latines sont pas forcément très rigoureuses parfois. Donc du coup, c'est très complexe la sécurité. Et donc pourquoi c'est important que le leader comprenne? Si le leader il comprend pas à la fois les indicateurs de résultats, donc taux de fréquence, essentiellement taux de fréquence TF1, TF2 pour parler à la française, ou AFR ou TRAFR, s'ils ne comprennent pas que c'est une mesure du résultat et que c'est trop tard, que ça donne une indication mais que c'est pas suffisant, ils perdent une partie de la compréhension de ce qu'est la sécurité. Donc après, quand ils sont curieux, ils se disent tiens, ok, j'ai tel niveau de taux de fréquence et qu'est-ce que je mets derrière, quel est le chemin et qu'est-ce qu'on me propose, un bon leader en sécurité, il comprend où sont les risques principaux, où ils sont, et les risques principaux, c'est-à-dire qu'il va s'interroger sur dans mon périmètre, qu'est-ce qui va potentiellement tuer ou gravement blesser un de mes employés. Alors, s'il n'a pas cette compréhension-là, il n'y a pas de grande chance qu'il arrive à articuler sa position sécurité. Et puis après, une fois qu'il a bien compris ses dangers et ses principaux dangers, il y a une certaine cohérence à avoir dans ses propos. Donc de comprendre l'articulation CAPEX, risque grave, allocation des ressources, etc. Je dis pas qu'ils n'interagissent pas dans un environnement contraint parfois, mais quand ils comprennent le sujet et qu'ils sont dans un environnement contraint, ils ont plus de chances de prendre la bonne décision parce qu'ils ont compris. Donc de la cohérence, de la visibilité sur le sujet, des données fiables et sur la partie indicateur taux de fréquence, mais également sur est-ce qu'on fait le bon déploiement de l'information, est-ce qu'on a des bonnes reportées de presque accident et on en fait la bonne analyse, etc. Va aider le leader à naviguer vers une meilleure performance durable. Donc, moi, je dis souvent crédible, cohérent et visible sur sa feuille de route santé-sécurité. Ok. D'accord. Donc, pour avoir un leadership qui a des chances de donner envie, d'inspirer, d'engager les personnes à l'action en matière de santé et sécurité, il faut comprendre la sécurité, comprendre ses indicateurs, comprendre les risques principaux, ensuite être cohérent dans ses propos, donc attribuer les ressources, donc CAPEX pour les dangers les plus graves, allouer des ressources, et enfin le troisième élément, la visibilité. D'accord, donc crédible, cohérent et visible, c'est les caractéristiques idéales d'un leader pour transformer une culture santé-sécurité. Je pense.
je pense. Super. Sans, Merci sans, beaucoup. sans se perdre dans des... il y a des livres entiers qui sont écrits sur le leadership sécurité. Moi, je les ai résumés en 3 mots et j'essaye depuis très longtemps déjà voilà, de faire cette distinction-là, crédible, cohérent et visible. Et déjà, si on est sur ça, on est pas mal. Excellent, excellent. C'est simple, facile à retenir en plus. Donc, merci beaucoup pour cet apport, Carole. Je pense que c'est très riche. Il y a un autre élément que je voulais aborder. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure à demi-mot. Vous m'avez parlé d'état d'esprit. Donc, vous m'avez dit on va basculer du learning, de care by learning à stop, think, act, et donc travailler un peu plus sur les états d'esprit. Donc, je voudrais aborder un petit peu la notion d'état d'esprit. Selon vous, c'est quoi les caractéristiques d'un état d'esprit, de l'état d'esprit d'une personne qui ne se blesse pas par rapport à celle qui pourrait se blesser? Donc, c'est quoi un petit peu les caractéristiques idéales d'une personne pour éviter de se blesser? Alors, c'est compliqué de résoudre une personne, parce qu'en fait, je pense qu'une personne, elle agit dans un environnement qui est l'environnement dans lequel elle travaille. Et je pense que ça revient à la discussion au point précédent, c'est-à-dire que si on a fait la campagne d'éducation suffisamment, la personne, elle sait reconnaître ses principaux risques ou les principaux dangers et du coup mettre en place les choses pour se protéger et de maîtriser son risque. Que cette personne, elle est dans un environnement qui lui permet de dire je m'arrête 5 secondes, je prends le temps d'analyser la situation parce que en fait il y a un changement dans mon environnement et du coup le risque dans lequel je travaille habituellement, il a différé, donc stop, je réanalyse et je me protège. Donc je dirais que la personne, elle agit dans un environnement. Je reste intimement convaincue que les gens n'ont pas décidé de se blesser le matin en allant travailler. Donc c'est plutôt comment on crée les circonstances pour que la personne, elle sache les dangers auxquels elle est exposée, qu'elle soit en capacité d'arrêter. Et quand je dis arrêter, c'est des fois 1 minute pour se dire hop, mais il faut que son manager lui ait dit quand les circonstances changent, tu as le droit de t'arrêter 1 minute pour refaire une petite évaluation des risques rapides dans ton cerveau. Donc ça, c'est clairement de la culture et dans l'environnement dans lequel il travaille. Et puis agir au regard des standards, mais également du nouvel environnement dans lequel il est. Tout à coup il fait un très très mauvais temps et que d'habitude on est plutôt dans un beau temps et que là dans le très mauvais temps il y a des risques additionnels auxquels je dois faire face et je vais savoir comment m'en protéger. Donc moi la personne, son état d'esprit, j'ai pas trop envie de la résumer à la personne parce que l'état d'esprit de la personne, c'est qu'elle n'a pas envie de se blesser ni de se tuer. Par contre, l'état d'esprit de son environnement, ça c'est ce qui m'intéresse, ce sur quoi ça m'intéresse de travailler parce que là on peut faire le changement avec du leadership et avec voilà, je connais mes risques, je les évalue et je m'en protège. D'accord. Merci déjà pour ce partage. Donc effectivement, vous partez du principe que chaque personne a un état d'esprit dans lequel elle n'a pas de toute façon envie de se blesser et que toute personne agit dans son environnement et l'idée, c'est par le leadership, créer justement les circonstances dans l'environnement qui permettent à la personne d'identifier les dangers et de savoir quand est-ce qu'elle doit s'arrêter, se poser 5 secondes ou 1 minute ou plus pour pouvoir s'adapter en fonction de son environnement et essayer de faire coller les standards si possible à son environnement actuel. C'est ça ? C'est ça, exactement. Ok, c'est excellent, c'est excellent, c'est super. Alors, comment alors peut-être vous avez déjà répondu, mais peut-être vous pourriez compléter. Comment est-ce que vous avez prévu de procéder pour diffuser et partager cette
cet état d'esprit où les leaders vont créer les circonstances pour que les personnes agissent en identifiant les dangers, en s'arrêtant et en s'adaptant. Alors on est dans le chemin, donc on a lancé le Stop Think Act, d'autres entreprises peuvent l'appeler différemment d'ailleurs, minute papillon. Je m'arrête, j'analyse mon risque et j'agis en me protégeant. Donc on l'a lancé l'année dernière comme un voilà ce vers quoi on voulait aller. Et puis maintenant, on reflète à l'ensemble des informations qu'on reçoit de nos différents interlocuteurs. Et un exemple très facile et simple, c'est une accidentologie. Quand on a une accidentologie, on s'aperçoit parfois que la personne a pu se précipiter, bien sûr pas en voulant se blesser, mais en voulant faire bien par rapport à son poste de travail. Et en se précipitant, elle s'est blessée. Donc là, on revient sur on renforce la partie de Stop Think Act dans l'analyse des causes, des presque accidents, dans l'analyse des causes des accidents. C'est aussi un état d'esprit qu'on partage au sein de la newsletter qu'on a pour le top 500 de l'organisation, où on reparle de Stop Think Act, on donne des exemples, on met en pratique ce que ça veut dire. Donc il y a plusieurs moments où on revient, et c'est quelque chose qui ne va pas prendre 1 an, 2 ans, ça va bien prendre plus que ça, de faire partie en fait ok, ça fait partie de je maîtrise mes risques quand je suis capable de Stop Think Act. Et ça va prendre quelques années. Je suis convaincue que ça va pas être du jour au lendemain, mais progressivement, en intégrant nous de manière intentionnelle le Stop Think Act dans nos programmes actuels et dans la communication qu'on a et dans les campagnes d'engagement qu'on a, et notamment Be The One et le live programme, tout ce qui existe déjà, on va pérenniser, cascader en fait cette compréhension de ce qu'est vraiment le Stop Think Act. Parce que parfois, ça peut paraître comme un concept. Or, ce qu'on veut, c'est qu'on le vive au quotidien. Ça va prendre quelques années. J'aimerais que ça prenne moins, mais ça va prendre un peu de temps. D'accord. Comme tout à l'heure, on a vu l'amour et l'épreuve d'amour, la volonté à la volonté d'action. Là, il va falloir passer du concept à la réalité. C'est ça, si je vous suis bien. Et vous êtes dans la phase actuellement plus, donc vous l'avez lancé l'année dernière, donc ça fait déjà presque 1 an. On est encore dans une phase de concept où vous faites quand même le lien avec les analyses des causes des accidents, et puis des diffusions avec des exemples dans les newsletters, et puis le lien aussi avec la campagne Be The One, etc., où vous essayez peut-être de faire des convergences aussi avec les dangers majeurs. Oui, et puis on est en train de collecter l'émotionnel, il y a des vidéos qui ont été réalisées, donc on a un vrai programme de nouveau assez intentionnel sur le comment on va faire pour... D'accord, un programme de communication qui va suivre pour mettre tout ça, on va dire, au tempo de ce que vous avez déjà fait. Exactement. Et dans la continuité de ce que vous avez déjà fait. Alors, vous avez quand même mentionné que vous essayez d'intégrer le Stop Think Act quand vous analysez les accidents. Est-ce que ça c'est pas pris un petit peu comme on se concentre uniquement sur l'humain et on s'intéresse pas aux problèmes techniques ou organisationnels? Comment c'est perçu dans votre organisation, le fait qu'il y ait cette emphase sur... Oui, ça pourrait être l'écueil, mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, je reviens exactement à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que l'humain pour nous, mon équipe, l'humain n'est pas la source de l'erreur, il n'a pas voulu se blesser. Par contre, pourquoi il s'est pas arrêté? Pourquoi il s'est pas arrêté et pourquoi il n'a pas fait son analyse de risque? C'est ça le vrai sujet, c'est la porte d'entrée. Hein. Donc, c'est pas que la personne a fait une erreur, elle n'a pas fait Stop Think Act, c'est pourquoi elle n'a pas stoppé.
Et du coup, qu'est-ce qui concourt à ça et d'un point de vue organisationnel? Et est-ce qu'elle a la capacité de faire la bonne analyse des risques? Et ça concourt aussi de nos différents programmes. Donc, non, pour l'instant, on n'a pas cet écueil parce que nous-mêmes, on porte pas ce message-là. Oui, mais dans les interprétations, les gens peuvent vite sentir un sentiment de culpabilité. Ben, on regarde ce que j'ai mal fait et on me pose la question pourquoi je me suis pas arrêté. Donc on remet en cause Non, ma parce que ça décision. vient après 3 ans où on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et le Stop Think Act vient sur un terrain plus mature et comme nous on fait la revue de tous les accidents un à un avec le CEO de la filiale, le manager, etc. On véhicule pas du tout ce type de message et d'ailleurs on regarde les trois causes techniques, organisationnelles et personnes. Et quand on regarde la personne, on regarde l'organisation et sa capacité à faire l'analyse de risque. Donc, je dirais, il arrive. Alors, peut-être que ça fera l'écueil à un moment. Hein, je dis pas que c'est 100%. Je reste humble, mais là où on est, notre feuille de route, santé sécurité, c'est pas ça qui vient avec le Stop Think Act. D'accord. Ok. Super. Ben écoutez, en tous les cas, vous avez créé les conditions, le terreau pour que actuellement, il n'y ait pas de sentiment de culpabilité à regarder pourquoi la personne ne s'est pas arrêtée et pourquoi éventuellement elle n'a pas perçu les dangers ou elle s'est pas adaptée au niveau de standards appropriés. Donc, ben, c'est excellent. Félicitations. Vous avez créé les bonnes conditions. Je dis pas que c'est 100%, attention, parce que je suis au groupe et que l'application de tout se fait avec le leadership local. Hein. Attention que je vends pas du rêve. En revanche, c'est parce que nous on véhicule et le travail sur le leadership, c'est également pour éviter que ce type de sentiment ne soit pas véhiculé. Mais c'est un travail commun en fait. Hein. On en revient au même ce sur quoi on travaille. Notre feuille de route, elle a 3 piliers. Elle a le pilier performance, le pilier culture et le pilier leadership. Euh, et sur chacun de ces piliers, on a des actions qui sont interconnectées et qui permettent de travailler à la fois sur la performance, donc le life, à la fois sur la culture avec Be The One, mais également sur la partie leadership pour justement que les leaders soient crédibles, cohérents et visibles et qui comprennent dans quel état d'esprit le Stop Think Act intervient. Donc voilà, c'est un chemin. D'accord. Et tout à l'heure, dans le programme que vous parliez, Care by Learning, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu justement pour développer vos leaders? Parce que j'imagine la cascade dans une organisation, vous avez parlé là de CIO de filiales, donc dans des organisations aussi importantes, 22 000 personnes, mais effectivement dans plusieurs pays, peut-être à travers le monde, il y a des leaders avec des manières de penser, des manières d'agir différentes. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour vous assurer d'une cascade cohérente, justement, avec l'état d'esprit que vous vouliez insuffler dans votre démarche? Alors là aussi, on a un programme, mais là, je me heurte à 3 ans dans mon poste seulement, donc ça va venir, on travaille dessus. On travaille pas uniquement sur la formation parce que il faut soutenir ensuite la formation. Une formation, elle n'est pérenne que si elle est soutenue par des messages, etc. Donc, on a beaucoup de messages qui concourent à la santé sécurité. Je vous parlais de la newsletter, c'est un moyen de maintenir ce qui est attendu ce qui est de la formation ou de l'éducation du leader sur les principaux risques, etc. Donc c'est dans notre plan, ça va venir, c'est pas encore complètement articulé, déployé partout, mais c'est un point de notre plan. D'accord, il est en cours de test, il n'est pas encore suffisamment robuste pour se dire vous allez le déployer pour vous assurer que cette cascade, elle soit... On sait qu'on va le déployer, on est en phase de déploiement actuellement.
D'accord. Parce que ça, c'est un vrai enjeu. Hein. Si vous le souhaitez, hein, qu'est-ce que vous avez pensé justement pour vous assurer dans ce programme qui est en cours de déploiement, qu'est-ce que vous avez pensé pour vous assurer justement de cette cohérence dans dans la cascade, dans l'organisation, pour garder une espèce de cohérence dans l'état d'esprit que vous voulez insuffler. Qu'est-ce que vous avez prévu? On a donc on a différents points de contact avec les leaders, donc qui sont des revues de performance opérationnelle, qui sont et donc là moi dans ces différentes revues, des revues CAPEX, des revues voilà dans des différentes revues, ça me permet de toucher du doigt si on est sur les bons sujets dans toutes les filiales, si on est on a un CAPEX aligné avec un gap qu'on a identifié dans notre life. Donc, je dirais c'est plusieurs instances qui nous permettent de vérifier ou valider où on en est de la compréhension du sujet. Donc, il n'y a pas une instance, mais il y a plusieurs instances qui nous permettent d'avoir le thermomètre sur on a compris, on n'a pas compris, on est dans le bon chemin. Ok. Donc finalement, c'est à travers les instances existantes, les revues de CAPEX, pardon, les suivis de performance, que vous avez un thermomètre de, oui. ok, est-ce que ça se cascade bien dans l'organisation et vous avez prévu un programme et un peu plus et les audits et enfin voilà, il y a plein d'éléments qui font qu'on peut mesurer la bonne appropriation ou l'appropriation des messages. Ok. Mais c'est pas parfait, hein, on est en chemin. Oui. Est-ce que à un moment donné, est-ce qu'on arrive à atteindre la perfection? C'est pas évident hein, quand on travaille sur l'humain. Un certain niveau de confiance. Voilà, un certain niveau de confiance, parce que la perfection dans le domaine de la santé et de la sécurité, c'est pas évident. D'autant plus dans des environnements avec un aussi grand scope dans différents pays, avec peut-être des activités avec différents niveaux de danger. Effectivement, ça sera déjà bien de s'assurer d'une bonne compréhension et d'un bon niveau de confiance. Alors, je vais revenir sur les 3 piliers que vous m'avez dit. Vous m'avez dit il y a un pilier performance, un pilier culture, un pilier leadership. Qu'est-ce que vous pourriez dire actuellement, après 3 ans et 3 mois, du niveau de performance que vous avez atteint? Quelles sont les performances que vous avez atteintes là actuellement à date? Quelles sont les évolutions? En termes de résultats ou Oui, en termes de performance. Donc résultat, on est si on se parle en termes de chiffres, les lagging indicators, ça va faire râler toute la communauté santé-sécurité, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je sais. Donc on a diminué depuis 3 ans à peu près de 25% chaque année notre AFR, donc taux de fréquence des accidents. Voilà, donc on délivre ce résultat. Et on a diminué de 55% en un an le TRIFA. Donc on est passé du lost time accident à regarder l'ensemble de la pyramide et sur l'ensemble, enfin, le haut de la pyramide, on diminue de 55%, on n'a pas d'accident mortel. Donc ça c'est du résultat lagging indicator, mais ça va dans le sens que en fait, et c'est pour ça que je me sens, même si ça fait râler la communauté, je me sens à l'aise d'en parler parce que ça va avec notre roadmap qui aussi est en cours et qui est délivré, c'est-à-dire qu'on diminue qu'on a clos l'année passée de 63% nos red flags dans nos audits. On a de plus en plus de remontées de presque accidents et à haut potentiel, qu'on les analyse, qu'on en tire des plans d'action, qu'on fait de la revue de plan d'action sur l'ensemble de nos audits, qu'on mesure la formation et le déploiement de notre formation. Donc on a aussi des indicateurs leading qui montrent qu'on avance dans notre feuille de route. Donc au-delà du fait que les résultats, je suis désolée, mais c'est vrai que
qu'on a beaucoup de discussions sur le sujet. Et je suis la première à dire, j'en ai marre qu'on se focalise sur l'AFR et TRFR, mais néanmoins, nos 6-8, ils prennent ces indicateurs-là pour... c'est la même chose pour les indicateurs de vente. Hein. J'étais consultante précédemment. J'avais beau mettre plein de choses en place. Ce pourquoi on me mesurait, c'était les ventes que j'avais réalisées. Donc, voilà, Oui, voilà, il y a une ça fait finalité à partie tout de la travail discussion. et à un moment donné, on est là pour apporter du résultat, on va dire. Hein. C'est exactement. Voilà. Donc, Donc, j'en moi, suis ça ne me trouble pas, ça ne me choque pas. Donc, vous voilà. inquiétez pas. Moi, je Je pense qu'à un suis moment donné, on contente fait pas des de, programmes pour ne pas apporter de résultats. Et donc, il faut exactement. aussi être fier des résultats que vous avez. Diminuer de 25% par an le taux de fréquence, ne pas avoir d'accidents mortels sur une population de 22 000 personnes. Voilà, c'est depuis 3 ans, c'est remarquable. Hein. Il y a des organisations qui ne peuvent pas en dire autant. Donc, il faut se féliciter et il faut aussi se féliciter pas seulement des programmes, je pense, mais aussi des résultats concrets qu'on arrive à obtenir. Hein. Donc, Ouais. moi, je suis pas choqué. Hein, donc, Non, mais ça va bien, ça va faire animer la communauté sur le sujet. Donc oui, je suis très embêtée quand on regarde un AFR et qu'on dit ce site est très très bon parce que son AFR est très très bon. Si on regarde que cette donnée-là, je suis très embêtée parce que on ne sait pas s'il a été bon, chanceux ou malchanceux. Par contre, si on regarde l'AFR et qu'on regarde les programmes qui ont été développés et qu'on s'aperçoit que les programmes qui ont été développés et qui ont été implémentés permettent de délivrer l'AFR, là c'est une autre discussion. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de vraiment faire. Et donc nos programmes, nos roadmaps avancent et on délivre les résultats et félicitations. de manière durable. Alors ça ne veut pas dire que l'année prochaine ne sera pas mauvaise, hein. Malheureusement, ça bouge, donc je fais tout pour pousser le chemin pour continuer d'avoir des résultats euh, qui soient pérennes dans le temps et qu'on, in fine, parce que je m'en fous un peu du. Voilà, oui. Il y a FR, c'est que les gens ne se blessent pas en fait, de Oui, manière oui. À la fin du fin, grave. est-ce qu'il y a des gens qui se Voilà, blessent ou il y a des gens qui se blessent pas? Hein. C'est pour ça qu'on fait exactement, des programmes. Hein. C'est pas exactement, pour autre chose. Donc, exactement. Donc à félicitations hein, l'échelle pour de la personne, c'est ça que je regarde. voilà, mais en tous les cas, félicitations pour vos résultats. Alors déjà de manière durable, hein, on ne sait pas prédire le futur, mais en tous les cas, à date, ce que vous avez fait produit des effets. Lui, il peut y avoir encore des sites, et c'est compréhensible, qui sont chanceux, ou plus certains qui sont malchanceux malgré les déploiements des programmes. Mais toujours est-il que globalement, dans la majorité, le déploiement des programmes s'accompagne d'une performance. Donc félicitations. En tous les cas, moi je trouve ça très inspirant. De la manière dont c'est structuré, dont c'est organisé, dont c'est déployé et toute l'inventivité, la créativité que vous mettez à dynamiser ce process. En tous les cas, chapeau. Donc félicitations. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de notre entretien. De quoi êtes-vous le plus fier personnellement ou professionnellement? Alors, de quoi je suis le plus fière? De travailler pour mes valeurs. Enfin, c'est vachement gratifiant d'aligner son éthique au travail qu'on réalise. Donc ça, c'est personnellement. Je suis contente de faire en sorte que les gens ne se blessent pas en venant travailler chez Pernod Ricard. Ou moins se blessent, moins. Et de moins en moins dans le futur. Deuxièmement, je suis contente de l'équipe qui travaille dans cette direction. Donc mon équipe, mais pas que. Il y a mon équipe et il y a plus largement les gens qui ont compris et travaillent dans cette direction, qui du coup me font confiance et travaillent dans cette direction. Euh, je suis contente évidemment d'avoir un leader qui comprend et qui partage ses valeurs et du coup qui nous aide à aller encore plus loin avec nos programmes. Et, euh, et je suis contente que Pernod Ricard ait embrassé ce chemin-là, en tout cas que ça résonne pour Pernod Ricard, qui est quand même une entreprise qui fête ses 50 ans, qui
eu beaucoup, avait embrassé depuis longtemps le care et l'impact positif sur les communautés, mais qui l'a articulé plus précisément pour pouvoir avoir les résultats qui s'alignent avec, avec cette valeur d'entreprise, quoi. Voilà. Donc, donc ouais, je suis contente de ce qu'on a pu faire jusque maintenant. Bah écoutez, félicitations. Vous avez de quoi avoir beaucoup de fierté dans toutes vos réalisations. Embarquer un groupe de cette dimension et obtenir les résultats que vous obtenez depuis 3 ans, c'est remarquable et c'est significatif. En tous les cas, moi je l'avais bien perçu et je suis content que vous ayez pu nous offrir de votre temps et de partager à la communauté un petit peu toute cette approche, toute cette méthodologie. Est-ce que, allez, encore 2 questions. Est-ce que vous pourriez nous dire un rituel que vous avez, vous, personnellement, pour prendre soin de vous, de votre santé et de votre sécurité? Oh, alors, voilà, bah, c'est le moment clé. Euh, je, je, euh, je devrais plus faire attention à moi. Je suis embarquée par mon, comment, mes convictions. Parfois j'illustre à contre-cœur le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc non, j'organise ma vie à 3 piliers. Mon travail que j'adore particulièrement. Deux, ma famille et mes amis hein, qui sont partie de ma vie. Et trois, le sport. J'adore le sport. Je pratique beaucoup la course à pied, qui est un sport d'endurance. Je suis très disciplinée à faire du sport parce que ça me permet d'échapper à mon stress et avoir un équilibre dans ma vie. Donc voilà, c'est ces trois recettes. Parfois, malheureusement, je vais trop sur l'une ou l'autre des dimensions et c'est pas et plutôt vers le travail plus et ma famille. Donc je fais moins de sport, mais globalement, je sais que le sport est important. Quand je fais pas sport, j'ai du mal à rebalancer l'ensemble. Donc c'est ma recette à moi depuis longtemps D'accord. déjà. Ok, donc un équilibre subtil à trouver entre le travail, la famille et les amis, et puis le sport, et notamment la course à pied qui vous permet de libérer un petit peu tout le stress. Mais merci beaucoup pour ça. Est-ce que vous auriez un ou des livres à partager à nos auditeurs qui vous ont influencé positivement sur le sujet de la santé et de la sécurité au travail? Alors, oui, alors c'est difficile de faire de la promotion comme ça. Euh, faudra faire le point avec Cross Campbell. Mais moi, j'aime beaucoup le Seven Insights into Safety Leadership parce que c'est facile à lire, c'est court. Il y a beaucoup de messages qui sont simples à comprendre pour le leadership. Je l'ai offert à mon chef qui finalement n'en avait pas besoin parce qu'elle articulait déjà. Genre, je pioche des phrases, enfin, elle avait déjà ce role modeling, mais quand même, je pioche des phrases à l'intérieur pour mes newsletters. Euh, je suis, voilà, j'aime bien parce que c'est simple et facile et accessible. Et puis après, quand on va sur de la recherche franco-française, Jean-Christophe Lecause écrit des très bons articles sur Human Organizational Performance. Euh, je, je, je lis beaucoup de recherches sur ces sujets-là, donc c'est pas forcément des livres. Bref, tout le monde a lu Safety One, Safety Two. Enfin voilà, mais Seven Insight into Safety Leadership, je le trouve pratique, simple et accessible. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup de partager ce livre à notre communauté, ainsi que les lectures de Jean-Christophe Lacause. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette interview, Carole. Si nos auditeurs souhaitent vous joindre, comment ils peuvent vous joindre? Alors n'hésitez pas à aller sur mon lien LinkedIn.
J'ai contribué à quelques réflexions estivales avec 3 articles que j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Euh, et, euh, et donc, voilà, je suis accessible sur LinkedIn très facilement. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Carole. Beaucoup de choses excellentes que vous nous avez pu nous partager. Je pense que ça va aider, inspirer les membres de notre communauté. Je vous remercie pleinement pour ce temps que vous m'avez accordé et aux auditeurs de Culture Santé Sécurité. Belle fin de journée. Prenez bien soin de vous Merci. et puis de votre famille et de vos collègues. Au revoir. Voilà. Au revoir.